Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier bien sûr les organisateurs de m'avoir associé pour présenter Daniel Linco. Alors, j'avouerai quand même que je réponds à cette demande avec un grand plaisir. Un énorme plaisir parce que, à double titre, c'est que véhiculer les connaissances, c'est quelque chose d'extrêmement important et on se doit de continuer dans ce sens-là. Et secondo, Daniel, ça fait quand même, je pense, même si je suis jeune, ça doit faire une dizaine d'années qu'on se connaît. On a des intérêts communs et c'est vraiment un plaisir de pouvoir, d'une part, vous présenter, de vous avoir un petit peu également présenté les activités du laboratoire dans le domaine du photovoltaïque. Alors typiquement, on a toujours un grand CV où on va vous présenter dans les détails le cursus de M. Linco. Je ne m'amuserai pas à ça parce que je pense qu'on aurait besoin d'un petit peu de temps pour le faire. Tout simplement, Daniel, il est né en 1954. C'est avant tout un chimiste. C'est avant tout un chercheur. Donc, il est directeur de recherche au CNRS. Il est diplômé de l'ESPCI. Il est né en Bretagne. Il a fait beaucoup. Il a passé d'ailleurs la majorité de son cursus en région parisienne. En droit d'ailleurs, où vous œuvrez toujours autant. Vous avez effectué une thèse sur des matériaux inorganiques, sur la photoélectrochimie d'un point de vue fondamental, mais qui a des intérêts dans le domaine du photovoltaïque. Donc notamment sur les couches minces de sélénure de cadmium, de tellurure de cadmium, des 10 sélénures de cuivre et d'indium, ce qui a fait d'ailleurs, on va dire, la part belle à vos travaux de recherche et puis à la valorisation de ces travaux-là au sein de ce que vous œuvrez actuellement dans votre laboratoire et dans l'institut que vous avez créé. Donc ça, je vais y revenir par la suite. Notamment, Daniel est lauréat d'un certain nombre de prix, de médailles que je ne vais pas lister. Je dirais simplement la médaille d'argent du CNRS, qui est quand même une reconnaissance de très haut niveau d'un chercheur français. Pour caractériser Daniel, je pense que j'aurais tendance à dire, en tout cas, que c'est un vrai militant de la recherche. Et il continue de militer, et ça, je pense que c'est ce qui vous caractérise en fait, parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a 10 ans, on ne parlait pas vraiment du photovoltaïque, ou alors c'était plutôt une vue de l'esprit. Et je pense que ça fait plus de 10 ans en tout cas que vous œuvrez pour véhiculer l'importance pour la société, pour l'économie du domaine du photovoltaïque. Voilà. Donc c'est un vrai militant, c'est un chimiste militant. Donc vous avez en effet créé un premier laboratoire qui est l'IRDEP, qui existe toujours, qui est en fait une unité mixte de recherche, mais publique et privée également. Donc le CNRS et EDF, qui a cru notamment à la technologie du dépôt en voie humide, et notamment à queue d'absorbeurs de lumière, notamment pour le photovoltaïque bien sûr. Donc vous le dirigez toujours, l'IRDEP. Et vous êtes à l'origine aussi du montage d'un grand institut sur le photovoltaïque français, qui s'appelle l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui permet en fait de concilier la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les laboratoires français d'Île-de-France. Nous sommes également associés à l'IPVF depuis peu, ici à Amiens, et puis également des grandes entreprises françaises leaders dans différents domaines de la chimie, dans le domaine de l'énergie. Donc en l'occurrence EDF, Total, Air Liquide, Oriba, et je pense que j'en oublie un certain nombre. Voilà. Bien sûr, je voudrais vous remercier d'être venu à Amiens, simplement en ma parole en tout cas, et je pense en celle d'Ombelliscience bien sûr. Je vous laisse la parole. Je pense qu'on va tous vous écouter avec un grand intérêt. Et encore une fois, merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour partager votre passion. Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être présent ici. Je remercie M. Paul Persson pour Ombelli, et puis également Frédéric qui vient de parler de l'historique du laboratoire. Ça fait beaucoup d'années, je suis venu ici très souvent finalement depuis 1995.
dans le cadre des échanges. On a des échanges permanents dans le domaine des matériaux, avec en particulier le laboratoire de réactivité. Et vraiment, je vois découvrir. Aujourd'hui, j'ai visité le hub énergie et vraiment, je suis vraiment admiratif du développement et de la dynamique. Et je découvre ce soir Ombelly. Et donc, je vois qu'il y a tout un réseau, quelque chose qui se met en place. Alors, je vais essayer la thématique, où est-ce qu'on est l'énergie solaire, et je vais essentiellement centrer sur l'énergie photovoltaïque dans les prochaines années. En fait, le laboratoire de l'Institut photovoltaïque Île-de-France, c'est un institut de ce qu'on a appelé au départ un institut d'excellence en énergie décarbonée. Le nom s'est vite transformé en Institut de la transition énergétique, en fait, qui est dans des investissements d'avenir, et avec comme partenaire, comme mentionné, à la fois des industriels de l'énergie, des industriels de la chimie et des industriels équipementiers et d'utilisation, de caractérisation en connexion, disons, avec l'académie, avec le CNRS et l'école polytechnique. Et donc, en fait, c'est une sorte de tentative d'associer à la fois de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation industrielle dans un lieu commun, dans un même, et donc quelque chose qui, d'une certaine mesure, ressemble à la démarche fortement parallèle de ce qui est fait avec le Hub Énergie et le réseau RS2E pour les batteries. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est le nouveau campus qui est en train de se mettre en place sur Paris-Saclay, et l'IPVF aujourd'hui est pratiquement construit. On devrait aménager en octobre à l'intérieur. Donc la première chose qu'on parle d'énergie, c'est de raisonner sur quelle est la ressource. Alors la ressource, c'est l'élément clé, c'est-à-dire que tirer des enseignements ou vouloir aller dans une direction, que ce soit de la pêche, de l'agriculture, il faut analyser la ressource. Et la ressource solaire, c'est tout simplement ce que nous amène notre astre, et ça correspond à une énergie de type électromagnétique, donc lumineuse, qui a son pic dans le domaine du violet, de la lumière visible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette énergie, elle correspond à une puissance qui est de l'ordre sur Terre de 1000 watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple à Amiens, face au soleil, 1 mètre carré recevait peut-être pas exactement 1000 watts, mais 800 watts, 900 watts. Donc on voit qu'on a un gisement qui est un gisement considérable qui nous est offert par le soleil. Et la première interrogation dans la transition énergétique et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de se dire comment faire pour utiliser au mieux cette énergie solaire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que en équivalence, 1 mètre carré à l'extérieur de l'atmosphère reçoit l'équivalent en énergie par an d'une tonne équivalent pétrole. Donc, c'est quelque chose de considérable. Alors donc en fait, ce qui est important, c'est de voir que cette énergie pour l'humanité est extrêmement distribuée. Elle est distribuée au niveau de l'ensemble des pays, dans le monde entier, sur les océans, etc. Et qu'en fait, on reçoit par an l'équivalent, par exemple ici à Amiens, à Paris, l'équivalent d'un baril de pétrole par mètre carré par an. Et à partir quand on l'exprime en mégawattheures par an, on est de 0,8 à 3 mégawattheures en fonction de l'endroit dans le monde. Et donc, dans une situation où on a une énergie avec une disponibilité très très importante. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui nous arrive du Soleil, c'est une énergie qui correspond vraiment à la majorité des énergies utilisables sur Terre sous forme de réflexion directe, sous forme de conversion dans chaleur, etc. Donc, point important, pour utiliser l'énergie solaire, ce qui a été déterminant, c'est trouver les moyens de la collecter et de la transformer. Alors je prends souvent cette analogie avec la fable La cigogne et le renard, parce qu'en fait, finalement, c'est aussi un problème d'énergie. Si on n'a pas trouvé la bonne façon d'abord de la transformer et ensuite de l'utiliser, on n'a pas avancé. Donc il faut absolument savoir s'adapter pour pouvoir la collecter. Alors, l'effet photovoltaïque, c'est peu su. En fait, il est à la base de tout le fonctionnement, toute la conversion, la biomasse, la photosynthèse. Au cœur de chaque feuille d'arbre, au cœur de chaque plante,
il y a des millions et des millions de petites cellules solaires qui sont des cellules à base de chlorophylle, et que c'est grâce à ces cellules solaires que finalement, il est possible, grâce à des réactions de type électrochimique, de convertir donc le dioxyde de carbone, l'eau, en sucre. Et donc, on a finalement la base de notre environnement déjà au niveau du vivant est basée sur l'énergie solaire et au cœur de cellules solaires photovoltaïques. Alors, il a fallu finalement, on a utilisé l'énergie solaire dans la société depuis la nuit des temps, mais souvent sous des formes dérivées. Et en fait, on n'était pas capable de faire ce que fait finalement une plante, récupérer l'énergie du soleil directement, des photons, directement sous forme d'électrons, donc sous forme d'électricité. Pour cela, il a fallu attendre des années, et en particulier la découverte de ce qu'on appelle de Volta, c'est-à-dire la découverte en fait des niveaux d'énergie. On parlait du CNAM tout à l'heure, il y a une pile de Volta qui est au CNAM, où finalement la cuisse de grenouille qui se contracte, etc. À la base, c'est la découverte des niveaux d'énergie, des niveaux redox. Et cette découverte a eu lieu dans les années 1800. Et en fait, dès 1839, au CNAM justement, Edmond Becquerel a découvert, en travaillant justement sur les interfaces entre des électrolytes et des métaux, que lorsqu'il éclairait, lorsqu'il y avait le soleil qui éclairait, eh bien le galvanomètre bougeait. Et c'est pour ça que finalement le découvreur de l'effet photovoltaïque et d'une certaine mesure de l'énergie photovoltaïque est en fait Edmond Becquerel, qui est lui-même le père d'Henri Becquerel, qu'on associe à l'énergie nucléaire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette filiation. Malheureusement, en fait, il a fallu plus d'un siècle pour qu'on arrive à utiliser ces électrons dans un circuit extérieur. Il a fallu attendre les années 50 et en particulier le développement de l'électronique à base de silicium. Et l'électronique à base de silicium, les premiers transistors, quelque part, on s'est rendu compte que quand on les éclairait, ils donnaient du courant. Et ce courant, sous une certaine tension, pouvait donner du rendement. Alors comment ça se passe? En fait, il s'est trouvé que dans les années 50, eh bien, finalement, on s'est rendu compte que si le soleil pouvait donner 1000 watts, par exemple, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, eh bien, avec une cellule au silicium, on était capable de récupérer par mètre carré, on pouvait récupérer 5 watts. Donc on pouvait faire 50 watts, excusez-moi, on pouvait récupérer 5% donc de rendement. Et vous voyez à ce moment-là que grâce à la technologie, le développement en 1954 s'est fait de façon extrêmement abrupte et on est allé jusqu'à des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 15%, c'est-à-dire un panneau de 1 mètre carré donne 150 watts. Et grâce à ça, finalement, on a pu convertir le succès spatial d'envoyer des satellites, on a pu finalement mettre de l'énergie dans les satellites. Et vous voyez un satellite en 1958, le satellite Vanguard, sur lequel il y a des petits panneaux solaires. Et ensuite, finalement, le photovoltaïque a été associé à toute la conquête spatiale jusqu'à se poser sur une comète. Alors, pour moi qui ai connu le photovoltaïque au départ, finalement, on nous disait qu'on tirait beaucoup de plans sur la comète. Finalement, maintenant, je dis, on s'est même posé sur une comète. Et là, il fallu, en fait, l'atterrissage du photovoltaïque a été finalement beaucoup plus difficile et plus long, parce que autant on peut payer très cher pour aller faire du spatial ou la station sur Mars, etc., autant on ne peut pas payer le même prix pour avoir un dispositif sur Terre. Les coûts sont tellement élevés que finalement, le photovoltaïque s'est développé sur Terre dans les sites isolés. Souvenez-vous des balises, des endroits où finalement il y avait intérêt d'avoir des cellules solaires, mais finalement il a fallu des années avant que ça apparaisse sur Terre. Et la courbe verte qui est là vous montre finalement les modules terrestres, la façon dont ils ont progressé. Et vous voyez que les rendements records progresse jusqu'à 26,6% aujourd'hui, c'est-à-dire 260 watts par mètre carré de récupéré. Et puis, vous voyez le rendement, l'industrie arrive aujourd'hui à 16% de rendement avec des modules qui sont à 24%. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'en quelques années, le début du 3e millénaire a marqué vraiment l'atterrissage de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. Alors tout ça, ça a été possible finalement parce qu'on a été capable de refaire quelque chose
qui finalement faisait ce que fait la chlorophylle. C'est-à-dire que quand l'électron rentre dans le matériau, dans tout matériau, les photons, excusez-moi, sont absorbés, et tout photon, quand il est absorbé, il fait sauter un électron d'un niveau bas à un niveau plus haut. Le problème, c'est que jusqu'à présent, à part la chlorophylle, ça redescendait et ça redonnait de la chaleur. Donc on n'était pas capable de collecter les électrons et les trous d'électrons suffisamment rapides pour les faire sortir. Et ça a été permis grâce aux cellules au silicium, grâce au fait que ces matériaux, ils ont une propriété particulière qui est que finalement l'électron et le trou, quand le photon les a créés, restent suffisamment longtemps. Et comme ils sont de charges électriques différentes, l'électron est chargé négativement et le trou positivement, dans la jonction, dans la diode, finalement, ils sont écartés et séparés par le champ électrique, et ce qui donne finalement la possibilité de le sortir dans le circuit extérieur. Et ça a été l'immense découverte, et vous voyez que finalement, cette découverte-là, elle est liée à l'essor de l'électronique, à l'essor de la purification du silicium et de ce type de matériaux. Alors, vous voyez, ici, on parle finalement que du 3e millénaire. J'ai commencé la courbe en 2000. Ici, c'est les capacités qui ont été installées sur Terre, en fait, en fonction du temps, en gigawatts. Là, on retrouve l'unité classique, une tranche de centrale. Aujourd'hui, c'est autour d'1 gigawatt. Donc, vous voyez, regardez, il y a 10 ans ou 15 ans, on était dans ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. Donc, il y a 15 ans, cette énergie n'était même pas considérée comme pouvant intervenir dans un mix énergétique, dans le futur, etc. Tout simplement parce que c'était extrêmement faible. Ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, il y a un développement exponentiel. Aujourd'hui, en 2016, fin 2016, pratiquement 300 gigawatts ont été installés avec des taux de croissance d'environ 40% par an. Donc on a une situation où finalement, en quelques années, on est passé de pratiquement rien à quelque chose qui finalement commence à induire des effets sur toute la société, sur le monde énergétique. Alors on dit finalement, c'est ce type de développement, on a l'habitude de les voir. Regardez les téléphones portables, regardez les écrans plats. On est dans une dynamique d'une industrie qui se transforme extrêmement rapidement et de façon surprenante, quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans devient aujourd'hui une réalité. Et l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est de se dire où on en sera dans 20 ans. Alors dans 20 ans, ou un peu plus longtemps, rien qu'en 2020, on attend 500 gigawatts, et entre 2020 et 2030, pratiquement 1 terawatt. Le terawatt, c'est 10 puissance 12 watts, donc c'est considérable. Et donc on est dans une situation où l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, prévoit en 2050, et je reviendrai, que 4,5 terawatts de photovoltaïques seront installés, qui correspond à peu près 16% de l'électricité mondiale. Et Frédéric, vous avez rappelé tout à l'heure mon engagement dans le domaine. Eh bien, je pense que ça ne sera pas 16, mais que si on continue à travailler sur ce domaine, ça peut être beaucoup plus. Et mon espoir, c'est que ce soit beaucoup plus. Alors tout ça, ça a été permis, finalement, et il n'y a pas de secret, l'argent, c'est le nerf de la guerre, en l'occurrence également pour les développements. Si on était resté au coût du watt photovoltaïque, du spatial, jamais il y aurait eu ce développement. Pourquoi il y a eu ce développement ? C'est qu'il y a eu une sorte de cercle vertueux qui s'est mis en place entre le développement industriel et les coûts. Et vous connaissez les lois d'échelle, ce qu'on appelle les courbes d'expérience. Vous avez ici une courbe qui vous montre que dans les années 70-80, 100 watts, le watt d'une photopile solaire coûtait $100. Aujourd'hui, il y a une décroissance d'environ 20% à chaque fois que la capacité cumulée double. Eh bien, aujourd'hui, on est autour de 0,3 € du watt. Regardez cette progression, elle explique pourquoi, d'une certaine mesure, on est arrivé à cette compétitivité et à ce développement aussi rapide. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est qu'on peut traduire ça dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire, voilà, c'est une source d'électricité, de combien s'est-elle développée dans les dernières années ? Donc vous avez vu qu'il y a 10 ans, il n'y avait pratiquement rien. Aujourd'hui, si on prend ces courbes qui sont données encore par l'Agence internationale de l'énergie, c'est la contribution du photovoltaïque, du solaire photovoltaïque à l'énergie, à l'électricité dans certains pays du monde. Vous regardez aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est plus de 1%, 1,2, 1,3%. Mais si on regarde au niveau des pays, en particulier des pays pionniers, vous regardez l'Italie. En quelques années, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce sont pratiquement à 10%
de leur électricité venant du photovoltaïque. La France, aujourd'hui, est autour de 1,5-1,6%. Donc on voit que non seulement ça se développe, mais ça s'implante très rapidement. Et des pays très ensoleillés, en particulier la Grèce, l'Italie, peuvent développer très rapidement l'énergie photovoltaïque. Et on a ce phénomène aujourd'hui qui se développe de façon accélérée en Chine, au Chili, en Afrique, un peu partout, parce qu'on déploie assez facilement ces capacités d'installation. Et quand on regarde aujourd'hui, et pour vous donner un élément sur la logique, pourquoi aujourd'hui ce domaine est en train de se développer, aujourd'hui, ça, c'est une donnée des appels d'offres. C'est-à-dire, vous savez, quand on vend 1 mégawattheure, c'est à un certain coût. Donc, on prévoit, quand on fait de la programmation énergétique, à quel coût il va être vendu. Eh bien, quand on regarde aujourd'hui, on voit des offres qui peuvent descendre à 50, 40, voire 30 euros par mégawattheure, ce qui revient à un prix du kilowattheure de quelques centimes d'euros. Et cette raison est à la base aujourd'hui de certains choix qui font que des choix peuvent se tourner vers du photovoltaïque, finalement même contre des industries plus classiques, énergétiques, en particulier les industries fossiles. Alors je vais vous donner juste un élément, on va voir où on va en être dans 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben voilà, je vous ai parlé de rendement. Le rendement, c'est la puissance électrique qu'on va sortir finalement, le rapport de cette puissance avec la puissance du soleil qui vient en face. Eh bien, le rendement d'une cellule solaire aujourd'hui, une cellule solaire finalement, celle d'aujourd'hui en tout cas, c'est 2 niveaux, qui sont séparés d'une bande interdite. Et puis finalement, tous les photons qui sont suffisamment énergétiques pour sauter le niveau, la barrière, ils sont absorbés, ils donnent des électrons, mais tous les autres sont perdus. Et de la même façon, les photons qui sont trop énergétiques, ils sautent au-dessus, ils redescendent au niveau et ils perdent une partie de leur énergie sous forme de chaleur. Et ça nous donne une situation, vous voyez la courbe bleue ici, ce qu'on appelle le power out ici, c'est les courbes, c'est le rendement théorique qui est prévu pour les dispositifs d'aujourd'hui. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut aller autour de 33%. C'est-à-dire que les cellules solaires, les modules solaires que vous avez aujourd'hui pourraient aller jusqu'à 33%. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le rendement théorique du photovoltaïque, et pour ceux qui font de la physique thermodynamique, le rendement dit de Carnot, en fait, c'est le rendement sur lequel on pourrait attendre sur la différence de température entre le soleil et le sol. Eh bien, ce rendement, il peut être autour de 85%. C'est-à-dire que pour les chercheurs dans le domaine du photovoltaïque, il y a une marge énorme de progression possible, rien qu'en matière des rendements. Maintenant, déjà, le fait d'obtenir des rendements autour de 30%, c'est déjà vraiment très bien. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la recherche a fait de tels progrès dans ce domaine qu'aujourd'hui, le rendement record sur une cellule au silicium, c'est 26,6%. Les auteurs espèrent atteindre 27% dans quelques temps. Ils ont bien analysé les origines des pertes. Et en fait, pour un rendement théorique, la courbe bleue que je vous ai montrée, de 29%. C'est pour vous donner, à 2% près, c'est pour vous donner le niveau finalement atteint par ce domaine du point de vue scientifique, du point de vue technologique. Et tout ça, c'est aujourd'hui en train de redescendre sur les modules. Alors, il y a pas mal d'autres travaux qui sont faits. Alors, je vous ai montré en haut, ici, à gauche, les cellules solaires au silicium classiques. Ce sont des cellules qui sont coupées dans des couches minces. Et puis, vous avez des catégories de cellules solaires qui sont simplement des cellules solaires qu'on appelle en couches minces, qui vont être déposées sur du verre, déposées sur du plastique, déposées sur des feuillards métalliques, et dont l'objectif est de faire un peu le même genre de rendement, mais beaucoup moins cher parce que les épaisseurs sont beaucoup plus faibles. Et ça a été un peu ma passion, depuis une de mes passions. C'est ce pari que je me suis dit, finalement, le solaire, on devrait pouvoir le faire avec de l'imprimerie, on devrait pouvoir le faire avec de la grande électrolyse sur des couches minces. Et j'ai consacré, en fait, toute mon expérience au CNRS sur ces cellules solaires en couches minces, le CDT dont on a parlé, qui est sur du verre ou du plastique, et ces fameuses cellules avec du cuivre, indium, gallium, sélénium. Alors, je voudrais vous montrer que finalement, c'est un long combat, c'est un long, avant d'arriver à ces 25% ou 29%, etc., eh bien, il y a tout un travail qui a été fait, mettant en œuvre des centaines de chercheurs ou des milliers de chercheurs, avec des courbes de rendement. Vous voyez, c'est le rendement, la courbe en vert ici. À chaque fois, vous avez toujours des ruptures. Ça, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose. Et clac, à ce moment-là, ça monte à la verticale. Et puis ensuite, on consolide et ça devient une sorte d'asymptote. Et finalement, on s'aperçoit que souvent, les gens, ils prennent simplement la moyenne, ils font la régression linéaire. En fait,
chaque petite flèche bleue ici correspond à une découverte, correspond à quelque chose qui a été trouvé, souvent même par hasard à l'intérieur d'un laboratoire. Tiens, je me suis rendu compte que j'ai même fait une erreur, j'ai mis du sodium. Et boum, le sodium, c'est mieux. Qui l'aurait prévu? Et souvent, les résultats anticipent l'interprétation qu'ils vont avoir. Donc c'est pour vous montrer que sur cette filière-là, finalement, aujourd'hui, on est à 22,6. On espère aller jusqu'à 25, mais tout ça, c'est un travail collectif fantastique dans les laboratoires. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et c'est à la fois du fondamental, de l'appliqué, et puis ensuite du développement industriel. Alors voilà par exemple la façon dont on travaille pour faire du CIGS. Alors c'est une machine de laboratoire comme j'en ai visité aujourd'hui dans le hub énergie. On dépose chacune de la couche, et c'est une belle invention. En fait, on dépose chaque élément de façon très contrôlée à haute température et on dépose du cuivre, de l'indium, du sélénium, on fait des profils, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire autour de 22,6%. Et ce qui nous fait rêver un peu à l'IPVF, c'est de se dire, et on revient à la question, pourquoi ne pas utiliser du plastique? Si on était capable de faire du photovoltaïque sur du plastique à haut rendement, eh bien, on franchirait une nouvelle étape dans son développement. Eh bien, on travaille aujourd'hui sur du Kapton, c'est du polyimide, sur lequel, en fait, on dépose aujourd'hui des cellules à 18% de rangement. Ça veut dire que finalement, quelques dizaines ou quelques centaines de grammes suffisent pour faire un générateur très puissant. On peut imaginer que ça sera peut-être une nouvelle génération de photovoltaïque qui va se développer. Donc dans 20 ans, rendez-vous dans 20 ans pour voir si c'est vrai ou pas, mais peut-être qu'on aura effectivement toute une branche qui se développe avec l'équivalent de plastique tel qu'on a aujourd'hui en alimentation ou à d'autres raisons. Alors voilà une couche, c'est des couches très minces qui font quelques microns d'épaisseur. Alors je voudrais venir plus précisément où on seront les recherches dans 20 ans. Et alors, vous effrayez pas, mais ça, c'est les Jeux Olympiques du photovoltaïque. C'est que les chercheurs, on fait de la compétition, et à chaque fois, c'est un domaine dans lequel il y a des filières majoritaires qui sont remises en cause, qui évoluent, etc. Et c'est passionnant parce qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que, regardez, moi, j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé à travailler dans le photovoltaïque en 1978. Et aujourd'hui, regardez où les gens en sont, où la recherche en est, il y a des rendements très très importants à 46%, et toutes ces filières, il y a des filières nouvelles, et ça c'est un diagramme qui est fait par le National Renewable Energy Laboratory, où on voit finalement les catégories, le silicium, les couches minces, les cellules à concentration, etc. Et puis regardez ce qui se passe en bas à droite, ça c'est intéressant, Emerging PV. Et tout ça c'est en train de naître maintenant. Donc vous voyez le niveau de compétition qui se passe dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a des cellules dont Frédéric est spécialiste, les cellules perovskites, qui sont des véritables stars. Regardez, il y a 5 ans, elles ne donnaient pas de rendement. Aujourd'hui, elles sont pratiquement à 22%. Donc on est dans un monde dans lequel il existe des technologies très matures, à très bas coût, mais en même temps, on est en train de générer de nouvelles technologies, et tout ça, ça va se combiner, et je serais bien incapable de dire ce qui va se passer dans 20 ans, mais je pense que dans 20 ans, on aura des cellules qui seront autour d'une cinquantaine de pourcents de rendement, qu'on aura des modules à 30%, et je vais y revenir. Comment augmenter ce rendement? Tout à l'heure, je vous disais, finalement, quand on prend le pic en bleu, là, on est limité à 30%, et on veut aller au-dessus. On sait qu'il y a de la marge en haut. Bien, la façon la plus simple, c'est le filet à papillon. C'est-à-dire que finalement, on va prendre une jonction qui va bien capter le bleu, et on sait que son rendement peut être très élevé. Les photons qui vont traverser, puisque c'est transparent, vont être récupérés par une deuxième jonction qui va bien prendre le visible, et puis les photons infrarouges vont être pris par une autre jonction qui va bien prendre l'infrarouge, et on appelle ça des cellules multijonctions. Et vous voyez que si on commence à associer les jonctions, regardez, en fonction du nombre de jonctions, le rendement théorique, je vous avais dit 33% pour le silicium, 29%, on est à 27, 26, etc. Si on met 2 jonctions, alors on appelle ça, comme pour les vélos, les cellules tandem. Quand on est avec des cellules tandem, on passe à 45%, toute catégorie, 42% avec du silicium, et si on prend des triples jonctions, on dépasse la barre des 50%.
et on reste à 47,5. Et vous imaginez donc la progression qui peut se faire en multipliant ce type de jonction, et c'est sur ce type de choses qu'on travaille, en particulier. Ce qu'on cherche à faire de plus en plus au niveau international, c'est assurer qu'en 2030, on aura des jonctions à 30% de rendement, avec des modules à 30% de rendement. Donc on est même avec de la marge par rapport au potentiel théorique. Et puis, il existe aujourd'hui des nouveaux concepts où on prend des photons rouges, on les transforme en bleus, on prend les photons bleus, on les transforme en visibles. Et donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est conversion de photons. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Et j'ai souhaité également vous indiquer tous ces travaux. On est à Amiens, il y a toute une relation avec aussi la chimie solaire. Quand on fait la biomasse, etc., c'est de la chimie solaire. En fait, aujourd'hui, il y a aussi énormément de travaux qui se développent dans le domaine du stockage. C'est-à-dire, on est en train de refaire aujourd'hui ce que la nature fait avec la chlorophylle, c'est-à-dire que les électrons, au lieu de les remettre dans un réseau, au lieu de les remettre dans un réseau électrique, on va leur faire immédiatement transformer ça en hydrogène. On peut reprendre du CO2 et refaire toute une chimie, soit pour faire des carburants solaires synthétiques, soit pour faire de la chimie globale, puisque l'hydrogène peut être une base. Ici, c'est un article dans lequel ils ont une sorte de feuille, dans laquelle, vous voyez, ils reprennent ils concentrent les photons, et finalement, ils leur fait faire dans les canaux des réactions chimiques d'intérêt général. Donc on voit aujourd'hui que ce domaine du photovoltaïque est aujourd'hui en train de rentrer dans le domaine du stockage. Les coûts de batterie sont en train de baisser, il y a des travaux qui sont faits pour les améliorer, et tout ça, c'est une sorte de réseau, c'est un système en domino. Aujourd'hui, le photovoltaïque est peu cher, il va induire le stockage pas cher, qui va induire aussi d'autres transformations de la société. Et puis finalement, photovoltaïque et société, on est dans une situation dans laquelle la technologie, la science a progressé. La question, c'est comment elle est utilisée, comment est-ce qu'elle peut se développer ou non en fonction finalement de la société et de ses attentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 10 ans, l'impact du photovoltaïque est de plus en plus important et de plus en plus visible dans le rapport de la société à l'énergie et dans son évolution. Alors, il suffit de taper photovoltaïque, par exemple, sur Google. Je le fais tous les jours, je tape photovoltaïque et énergie solaire. Et c'est extraordinaire de voir les annonces de centrales villageoises, d'endroits où les choses se développent. Et je vous conseille vraiment de le faire. Regardez ici, l'Inde inaugure sa plus grande centrale, etc. Et donc là, je vois l'autre volet des travaux que je fais en laboratoire, qui est ce développement à très grande échelle. Je continue ici, vous voyez, il y a énormément, là c'est sur énergie solaire, vous voyez, une salle de cinéma à l'énergie solaire au Burkina Faso. Tout ça, ça participe d'un mouvement général où la société se réempare ou s'empare de cette nouvelle façon de collecter l'énergie et en fait autre chose, souvent des choses qu'on n'avait même pas prévues, nous, au niveau des laboratoires. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir la capacité de cette énergie je vous ai dit qu'il y en avait dans le monde entier, mais cette capacité finalement à être multi-échelle. Vous voyez des exemples de gigantisme. Ici, c'est en Chine. Vous voyez les panneaux photovoltaïques. Et donc, on a quelque chose qui est le photovoltaïque dans les déserts, où on va avoir on peut imaginer qu'ils vont transformer, peut-être faire de l'hydrogène, etc. Et on voit, il y a un projet en France qui est à Cestas, qui est en dessous, qui est à côté de Bordeaux, à 300 mégawatts. Ça, c'est le grand photovoltaïque un peu centralisé, même beaucoup, et donc qui se développe. Mais à côté de ça, du photovoltaïque et de l'énergie solaire, il y en a partout. Et on voit se développer également photovoltaïque et habitat. Et pour prendre un exemple, voilà par exemple une association qui s'est créée depuis la COP21, c'est Sud Paris Soleil, sur laquelle c'est des toitures de maisons sur lesquelles collectivement cette association cherche à les équiper. Et ça correspond aussi, ça s'associe à l'autoconsommation. Vous avez aussi un point très important qui est la relation agriculture et photovoltaïque. Et dans cette association, il y a bien sûr les grandes toitures de hangars, mais il y a aussi quelque chose qui se développe beaucoup, c'est le photovoltaïque au-dessus de serres, au-dessus d'agricoles. Et là, on voit des choses qui peuvent s'orienter, qui peuvent gérer la lumière. Et ça, c'est un domaine sur lequel il y a énormément d'extensions
qui peuvent se faire sans conflit d'espace, c'est-à-dire sans détruire des endroits où on a des parcelles dans lesquelles on fait des parcelles où on fait de la production. Il y a pas besoin, c'est des endroits qui sont très complémentaires des fermes au sol ou des centrales à terme. Autre exemple, la diversification. Vous avez tous entendu parler des routes solaires. Alors c'est tout un débat. Je veux dire, la route coûte très cher et tout. Mais évidemment qu'elle coûte très cher, c'est au début. Mais la route, quelque part, dans son essence, elle est noire. Elle est exposée au soleil. Il y en a des milliers, des centaines, des milliers de kilomètres carrés ou des centaines de kilomètres carrés. Il est logique de réfléchir à installer des panneaux solaires sur des routes. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en même temps, on peut pas. Il faut prendre des initiatives. Et j'ai été amené à discuter dans les débats et à intervenir en faveur de la route solaire. Je pense que c'est vraiment des développements qu'il faut considérer. Alors ça, c'est une entreprise française. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le photovoltaïque sur les plans d'eau. Il y a une société qui s'appelle Air et Terre, si je ne me trompe pas, qui fait du photovoltaïque flottant. Et là encore, c'est un marché très important qui peut aussi permettre de limiter l'évaporation, etc. Et puis, il existe la magnifique expérience, alors là, de l'avion solaire, qui est un condensé à la fois d'énergie solaire, de stockage, de micro-réseaux intelligents. Je trouve que c'est remarquable de courage et d'avoir développé ça. Et c'est vraiment un incubateur de nouvelles technologies. Et puis, un exemple de photovoltaïque déployable, alors, qui anticipe finalement de photovoltaïque qu'on va déployer le jour, reployer la nuit, etc. Une autre logique qui n'est pas uniquement une logique d'installation fixe. Et donc là, c'est l'exemple de la Smart Flower qui a été développée en Suisse et qu'EDF a devant son siège maintenant à Saclay. Puis si on continue, on s'aperçoit qu'il y a les façades, il y a les vitres, il y a tout un domaine où on s'aperçoit finalement, et c'est à nouveau les collègues suisses de l'EPFL, finalement ils se sont rendus compte que mettre des façades complètement noires pour avoir le maximum de rendement, les gens n'en voulaient pas. Mais par contre, prendre un panneau noir qui fait 20% de rendement, lui mettre dessus un revêtement blanc magnifique, et on arrive à 9 à 10% de rendement, ça a du sens. Et on s'aperçoit aujourd'hui que se développent des catégories de panneaux solaires dont les architectes commencent à apprécier la texture et les choses. On voit ici des panneaux blancs qui font 8-9%. Donc on est passé de 0 à 9%. Donc on voit une diversification dans l'habitat, ce qu'on appelle le photovoltaïque intégré à l'habitat. Et puis ici aussi du photovoltaïque complètement transparent. Pourquoi ? Parce que les longueurs d'onde qu'on va prendre, ce n'est pas le visible, c'est des longueurs d'onde, soit dans l'UV, soit dans l'infrarouge. Et là encore, c'est des résultats. Alors, les rendements sont moins bons, mais par contre, ça se met dans d'autres endroits, ça a d'autres fonctions. Donc, j'insiste sur cette multifonctionnalité. Et puis enfin, finalement, on a aujourd'hui toute cette dynamique autour de la voiture électrique. Bon, on a parlé d'Elon Musk, etc. Et le rôle de ce développement, c'est parti sur la voiture électrique. Après, il est reparti sur du photovoltaïque. Et aujourd'hui, il est capable, il a commencé à faire des tuiles qui ressemblent aux tuiles du sud de la France. Donc en fait, ils sont en train aujourd'hui de réinventer les doigts solaires et on voit que ce qu'ils mettent pour les rendre beaucoup plus beaux. Donc vous voyez que finalement, on n'est plus dans une question de productivisme, de productivité. On associe photovoltaïque et culture. Et je trouve très intéressant finalement cette façon finalement d'avoir une énergie qui ne va pas forcément se voir et qui est intégrée. Alors il y a plein d'exemples sur Internet de très belles réalisations. Puis enfin, j'ai trouvé, alors c'est la Colombie-Britannique, aux États-Unis sur Floating Solar, a crazy big idea. Et on revient à une chose intéressante, c'est on retrouve la logique du dépôt. Alors là, c'est sur le lac Okanagan en question, donc un projet. Et puis, il commence à se dire, finalement, si on équipait des zones de la mer en Méditerranée avec des fermes solaires, et bien on s'aperçoit qu'en fait, il y a toute une possibilité aussi de développement du photovoltaïque en milieu marin, avec des stations internationales, etc. Alors, je tire des plans sur la comète, peut-être, mais ce n'est pas impossible que d'ici une vingtaine d'années, il y ait ce type de développement. On en sent les prémices aujourd'hui. Et en particulier, si on prend le Japon, il y a des conflits d'espace qui vont être réglés, génération de nouvelles activités, etc. etc. Voilà.
Et puis, je voudrais aussi indiquer la dimension humanitaire et humaine, notamment les développements du photovoltaïque pour les alimentations. Là, c'est en fait avec le HCR sur des camps de réfugiés qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas besoin d'utiliser de sources qu'on doit faire venir tous les jours, et donc qui construisent aujourd'hui des exemples de fermes d'alimentation, de camps de réfugiés avec des centrales solaires. Alors, où on en sera dans 20 ans et au-delà, mais cette fois-ci, la part de l'énergie solaire, et je terminerai par cette question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une logique de roadmap, on est dans une logique de prospective. Et pour voir les études prospectives, en fait, l'Agence internationale de l'énergie édite régulièrement des études prospectives. Alors, la courbe est un peu en petit ici, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la projection jusqu'à 2050 de l'énergie solaire dans l'ensemble. Donc, il y a l'énergie photovoltaïque, voyez, et l'énergie thermique, ce photovoltaïque à concentration, l'énergie solaire à concentration. Et regardez la courbe, elle monte, et la prochaine décade, et nous sommes ici. Aujourd'hui, c'est encore que le début des prévisions. Et c'est pas des gens, c'est pas des militants de l'énergie qui disent ça, c'est l'AIE. Donc en fait, on est vraiment dans une situation où il faut prendre conscience que le potentiel est en cours de ce développement. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait en issue en 2014. Si on regarde aujourd'hui des diagrammes plus spécialisés, il y a plein d'études aujourd'hui qui sont faites. L'ADEME en fait, enfin un certain nombre. Et là, j'ai pris une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Eh bien, regardez la situation. La tendance sur laquelle on est entre 2015 et 2020, c'est les petits carrés qui sont ici en orange. Et on voit que finalement, le développement va se poursuivre et il est déjà amplifié par rapport à ce que prévoyait l'Agence internationale de l'énergie. Et on voit que des régions entières du monde sont en train de rentrer et de s'équiper. Important aussi, l'installation annuelle de photovoltaïque, qui est aujourd'hui autour de 75 gigawatts par an, elle passera peut-être à plusieurs centaines de gigawatts par an dans la prochaine décade. Donc les 20 prochaines années vont être des années clés de ce domaine dans lequel il faut vraiment s'investir si on veut en faire partie au niveau européen, français en particulier. Voilà. Et donc, je vous ai brossé un tableau dans le sens de tout est bien, tout est beau, etc. Je pense que c'est important aussi de voir quels peuvent être les freins au développement de l'énergie photovoltaïque, les dangers, les risques, qu'est-ce qu'on peut imaginer. En fait, les freins au développement ont pendant longtemps été, moi j'ai connu ces périodes où on tire des plans sur la comète dont je vous parlais au début, les idées reçues. Alors c'était vrai. Par exemple, c'était extrêmement cher. Parler de photovoltaïque il y a 10 ans, au prix où c'était, il fallait vraiment y croire pour dire que ça allait marcher. Mais par exemple, une idée reçue aujourd'hui, beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte encore de l'abaissement des coûts qui a eu lieu. Ils ont encore 10 ans de retard. Donc en fait, il faut qu'ils s'adaptent aujourd'hui à le fait que le prix est différent. L'intermittence, alors ça, tout le monde en parle de l'intermittence, il fait nuit, etc. Ça, c'est un problème qui est en train de se régler avec le stockage, avec le réseau intelligent, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que l'intermittence n'est pas aujourd'hui, c'est pas un blocage, un no-go, comme on dit. Le recyclage, on entend, mais ça, on peut en parler. Les disponibilités des ressources. Alors, la réalité, c'est qu'il y a une vraie réalité. On est dans le vrai monde. C'est une énergie il y aura une transition. Il y a une résistance à cette transformation qui est naturelle. Le poids des structures existantes, etc. Et puis aussi, les investissements initiaux très élevés. Le photovoltaïque, finalement, on achète tout dès le début. Vous achetez une voiture, vous ne payez pas l'essence sur 20 ans. Donc en fait, vous êtes dans une situation où sur ce type d'énergie, c'est vrai que les investissements, au départ, il y a un aspect capitalistique qui existe. Alors il y a un danger, ce que je verrais comme danger en frein, surtout en Europe par rapport à la Chine, il y a besoin d'une politique industrielle globale et volontariste. Et enfin, les atouts, bien sûr, les perspectives sont exceptionnelles, mais comme j'ai un peu indiqué, il faut rester attentif au développement à grande échelle, avec la question d'acceptabilité sociale, environnementale, il faut des développements raisonnés, éthiques, citoyens, et enfin, il ne faut pas prendre le photovoltaïque et l'énergie solaire uniquement comme ça, il faut l'associer aux questions d'économie d'énergie, l'associer aux autres énergies, et que tout ça se fasse dans un cadre consensuel et qui s'équilibre bien.
Voilà, c'est le dernier message. Je vous remercie de votre attention. Combien de temps faut l'utiliser pour amortir sa fabrication avec les technologies aujourd'hui? Alors le temps, en fait, on raisonne en énergie de remboursement, en durée, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis pour fabriquer les panneaux. Alors, en fait, si on prend, par exemple, si on prend sur la filière silicium, il y a tout un travail de purification du silicium, de mise en œuvre, etc. On est aujourd'hui sur des durées de retour énergétique autour de 2 ans, 1 an, 2 ans, en fonction des localisations, bien sûr, ça dépend dans l'endroit où on est. Mais globalement, c'est ces valeurs-là. Aujourd'hui, sur les couches minces dont j'ai parlé un petit peu, les temps sont plus courts, ça peut être moins d'1 an, et donc parce que les contenus énergétiques est moins élevé. Donc en fait, on est sur un taux aujourd'hui, les panneaux sont destinés à durer 20 ans, en fait, sont 20 ans. Aujourd'hui, on va plutôt, dans le cas du silicium et des technologies éprouvées, sur une trentaine d'années. Donc on voit qu'on a un facteur pratiquement 1 à 10 à 1 à 20, donc on est vraiment sur une équation positive en termes de temps de retour énergétique. Je voulais savoir si vous avez connaissance des chercheurs qui étudieraient en parallèle les systèmes en fait de chloroplaste et de thylakoïdes, qui en fait c'est les premiers panneaux solaires avec les bactéries, les cyanobactéries qui sont mis en place, et un peu les copier de plus près, enfin, essayer de trouver un peu les mêmes systèmes. Alors il y a effectivement, il y a énormément d'organismes pour fabriquer directement de l'énergie, enfin de la matière. Il y a toute la partie chloroplaste, etc. Et donc c'est des recherches dont je suis moins familier, donc c'est pas mon domaine direct, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des recherches avancées là-dessus. Donc j'ai très peu parlé de la partie, par exemple, conversion photo, comment on peut l'appeler, la biochimie, ou des choses qui sont liées à la conversion directe par des algues, etc. Donc ça, j'en ai très peu parlé, mais ça va dans le sens que vous dites. Il y a beaucoup de travaux également qui sont faits là-dessus. C'est reproduction dans des réservoirs avec des organismes qui sont travaillés, en fait. Mais c'est un domaine qui se développe également beaucoup. Notamment, on peut récolter les algues et avoir directement, il n'y a pas besoin de faire des cellules solaires directes. Je voulais savoir, là, vous nous parlez de l'augmentation des rendements qui est assez rapide en fonction des différentes techniques. Comment cela se transmet dans l'industrie et comment nous, simples citoyens, on peut en bénéficier? Et est-ce que les coûts plongent aussi rapidement? Est-ce que si je veux acheter des panneaux solaires pour mon usage personnel, je vais bénéficier de l'ensemble des avancées que vous nous avez indiquées? Merci. En fait, la question que vous posez, c'est la relation entre finalement une avancée qui peut se faire en recherche à un moment donné sur un rendement et le temps qu'il faut pour que ça revienne finalement au citoyen, à celui qui veut installer. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la recherche permet d'aller chercher des optimums, donc on sait où se trouve le maximum à un moment donné dans une technologie, et l'industrie, elle est en général, vous avez vu la courbe au début, elle est à 10 points en dessous. C'est-à-dire que le rendement maximum des cellules silicium, il était pendant longtemps à 20%, et les modules qui sont vendus dans le commerce sont plutôt à 15%, etc. Et ça monte continuellement, et ça tend à se rapprocher. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'industrie avance, elle tend à se rapprocher de ce qu'on fait de mieux en laboratoire, sachant que le critère, c'est un critère de coût, de maintenir des coûts très bas, alors que dans un labo, on peut faire au coût qu'on veut, enfin, on peut utiliser les méthodes. Donc les procédés doivent être adaptés. Maintenant, vous, en tant qu'utilisateur, enfin, quand vous voulez acheter, vous êtes sur la loi du marché. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai indiqué le coût qui était vendu par notamment les sociétés chinoises aujourd'hui. On a des panneaux qui sont vendus à 0,3, entre 0,3 et 0,4 euros du watt. Donc si vous prenez un panneau d'1 mètre carré qui fait 150 watts, vous voyez que vous avez multiplié
150, donc on met 100 par exemple pour 100 watts, on va arriver à 30 euros. Donc en fait, on voit que ça vous donne la base. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le coût de fabrication, par exemple, de certains modules devient moins cher que des tuiles, qu'un toit de tuiles. Maintenant, ça, c'est le prix sorti d'usine. Et vous avez toute la chaîne, et c'est là qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, c'est que le panneau, vous pouvez acheter un panneau, il faut l'installer, il faut ensuite faire... Il y a des onduleurs, donc il y a ce qu'on appelle la balance du système, c'est-à-dire le reste de ce qu'il faut faire pour avoir le vrai coût. Et là, il peut y avoir des variations très importantes, et on peut aller pour installer un watt, ou pour l'avoir installé, jusqu'à quelques euros du watt. Et ça dépend. Et là, par contre, il y a effectivement... vous pouvez vous retrouver, alors que je vous annonce des choses mirobolantes, avec des coûts qui sont beaucoup trop élevés. Voilà. Et ça, c'est la loi du marché, un petit peu. Donc il y a vraiment un travail à faire sur les réductions des coûts système. Mais aujourd'hui, les coûts système, on arrive à 2 euros du watt. Le président Obama, il avait lancé un programme en 2000, alors quand c'était, ça devait être en 2006 ou quelque chose comme ça, qui s'appelait Sunshot. Et le programme Sunshot, il disait qu'en 10 ans, il voulait réduire le coût des systèmes à $1 par watt, tout installé, y compris les frais d'infrastructure, les frais d'entretien, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est dans certains cas à 2, et pour le résidentiel sur les toitures, ça peut monter à quelques euros du watt. Mais c'est des choses qui sont destinées à baisser également. J'ai répondu à votre question ? Oui, merci. Merci. Quelle est la durée de vie d'un panneau solaire ? Alors, les durées de vie aujourd'hui, elles sont garanties sur 20 ans. Mais en fait, aujourd'hui, on passe de plus en plus sur une trentaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui limite... alors, il y a tout un travail sur la stabilité dans le temps des panneaux solaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui souvent limitait les panneaux solaires dans les premières générations, c'est des problèmes tout simples de corrosion. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est des panneaux qui sont encapsulés vert la plupart du temps, vous avez les encapsulants. S'il y a des traces d'humidité qui viennent, etc., vous avez la corrosion des contacts. Et donc, le panneau se dégrade par corrosion, comme les voitures, la partie... Donc, il y a aujourd'hui, par contre, le cœur du panneau, c'est-à-dire la cellule silicium, l'endroit où se passe la conversion, vieillit très peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts, il y a eu des travaux qui ont été faits, par exemple, où on a repris des vieux panneaux qui étaient horribles, etc. Ils ont redécollé et ils sont aperçus que quand ils refaisaient les contacts, ils retombaient à un rendement qui n'avait pas baissé de façon considérable après 30 ou 40 ans d'activité. Donc, il ne faut pas promettre la lune, mais c'est dire que la garantie, les durées de vie des panneaux pourra aller au-delà de 30 ans, etc. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que comme il y a des progrès sur les rendements, on va avoir ce qu'on appelle du repowering. C'est que ça se passe pour l'éolien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si on a 100 mètres carrés, on va remplacer par une génération. Donc, il va y avoir tout un marché, disons, des panneaux en fin de vie ou d'occasion quelque part. Comment se passe la fin de vie des panneaux solaires ? On parlait de recyclage tout à l'heure. Alors, justement, la question du recyclage, en fait, vous avez une industrie qui finalement est jeune. Hein, dans ses grands volumes. Elle a quelques années. Et donc, elle est née dans des conditions où les problématiques de recyclage sont déjà très présentes au niveau européen, au niveau sur les analyses de cycle de vie, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui recycle ces panneaux. C'est-à-dire, ils sont soit rebroyés, ils redeviennent des minerais. Et donc, on est dans une situation où le recyclage ne pose pas vraiment, c'est pas un problème en soi. Et aujourd'hui, dans les prix des modules, est intégré une partie recyclage. Donc, le recyclage, en fait, vu d'un point de vue de développement durable, d'économie circulaire, c'est une façon de refaire de la matière première. Et pour vous donner un exemple d'évolution des conceptions, il y a quelques années, la tendance était de faire des matériaux qui duraient, on mettait des époxys terribles, etc., etc. Donc, pour recycler, c'était très difficile. Aujourd'hui, il y a par exemple les sociétés qui, au lieu de mettre des colles extrêmement dures, difficiles à recycler, finalement, ils font un collage un peu comme les doubles vitrages. C'est fait sous vide.
Et en fait, on peut recycler en redécollant, on récupère les galettes de silicium qu'on peut renettoyer et on évite, il y a eu une question, monsieur avait posé la question sur le retour énergétique, on peut récupérer des galettes de silicium qui sont du silicium qu'il n'y a pas besoin de faire du SiO2, de retransformer du sable, etc. Donc cette logique de recyclage, elle est vraiment importante. Et il faut voir aussi que le recyclage, les premières générations vont commencer à être recyclées. C'est-à-dire que le recyclage de masse, il va commencer dans une dizaine d'années. Cependant, dès maintenant, une entreprise ne fait jamais, une industrie ne fait jamais 100% de modules qualifiés. Donc il existe toujours quelques pourcents de déchets. Donc il y a déjà une industrie du recyclage. Quand on est à des gigawatts et des gigawatts de production, il y a déjà une industrie du recyclage, ne serait-ce que dans une usine elle-même pour les panneaux qui ne sont pas conformes. Ma question a concerné le marché du photovoltaïque. Actuellement, on va avoir une technologie qui va vraiment dominer le marché. Est-ce que dans les 20 prochaines années, vous pensez qu'on va avoir plutôt une confirmation de cette technologie sur le marché ou plutôt une diversification des technologies qui seront accessibles à la population ? Alors, elle est déjà accessible à la population. La technologie actuelle, c'est vraiment un marché, c'est une technologie mature. Si on prend le silicium, c'est que 93% aujourd'hui de la production, c'est le silicium cristallin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour moi, le futur, il n'est pas... on a travaillé même en recherche en silo. Il y a les spécialistes du silicium, il y a les spécialistes des couches minces, il y a les spécialistes de l'organique, il y a les spécialistes des nouveaux concepts perovskites, etc. Et tout le monde se tire un peu les Jeux Olympiques que je vous ai montrés tout à l'heure. En fait, pour moi, la réalité, elle est aujourd'hui de mixer les technologies. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas une technologie qui va dominer, en gros, le silicium va accoucher mélangée avec des couches minces, par exemple, de cellules tandem. Une cellule tandem, ça peut être une base silicium sur laquelle il y a une cellule couche mince, soit de des générations actuelles, soit de nouvelles générations. Et donc, en fait, on va avoir une évolution, mais pas une rupture. Pour moi, le silicium aujourd'hui, alors je suis plutôt couche mince dans mes choix, etc. Le silicium aujourd'hui il n'a pas disparu, il va continuer. On peut imaginer par exemple que dans quelques années, on découvrira des moyens de faire du silicium par coulée, un peu comme on fait du verre plat. Imaginez qu'on soit capable de faire du verre plat avec du silicium, on n'a plus de problème de découpe. On pourrait imaginer... Donc vous voyez, il y a toute une richesse et à mon avis, il y aura plutôt une convergence des technologies plutôt que d'une divergence. Alors un exemple remarquable que vous connaissez peut-être, c'est la technologie qu'on appelle la hétérojonction sur le silicium. C'est-à-dire qu'en fait, le silicium, pendant très longtemps, il fallait diffuser du phosphore à haute température, etc., ce qu'on appelle l'homojonction. Et finalement, on s'est aperçu, c'est les Japonais, Sanyo, Panasonic, ils sont aperçus qu'on pouvait mettre du silicium amorphe, donc une couche mince, sur le silicium et que ça faisait de superbes jonctions. Et aujourd'hui, c'est une technologie, les 26,6% que j'ai montré tout à l'heure, c'est une technologie hybride, silicium, couche mince, déjà. Donc on est vraiment dans cette situation, et nous, ce qu'on essaye de faire à l'IPVF en particulier, mais au-delà, au niveau du CNRS, c'est d'avoir une culture qui n'est pas uniquement liée à telle ou telle méthode ou telle filière, mais d'avoir ces filières qui convergent. Quand on parle de rendement, on a tendance à parler du rendement du point de vue de la production d'énergie comme si c'était un objet autonome. Or, vous nous avez fait des ouvertures qui me paraissaient intéressantes, notamment à partir de l'expérience de l'EPFL sur des matériaux transparents qui certes ont un rendement plus faible, mais qui peuvent probablement se mettre en œuvre plus facilement. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les bons opérateurs pour développer le photovoltaïque, c'est les opérateurs qui sont des vendeurs ou distributeurs d'énergie, ou est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir, mais vous allez peut-être me dire qu'il y en a dans votre hub, des opérateurs qui sont des assembleurs, par exemple je pense à des groupes comme Saint-Gobain, qui peuvent intégrer le photovoltaïque dans une conception différente des matériaux, à qui par ailleurs on pourrait d'ailleurs aussi faire jouer d'autres rôles dans la construction de la maison. Donc je veux dire que la question c'est comment on rentre dans le marché. Parce que là, on a l'impression qu'on pose des objets sur d'autres objets, où on prend de la surface. Bon, on voit bien qu'il y a des améliorations. On peut faire ça sur des parkings de supermarchés. Oui. Mais si c'était complètement intégré, alors là, je rêve, j'y connais rien, je suis pas du tout scientifique, mais si on imaginait une espèce de peinture technique qui permette de produire l'électricité, même avec des très faibles rendements, sur des surfaces importantes et sans modifier fondamentalement l'habitat, ça serait intéressant.
Donc en gros, est-ce qu'il y a une réflexion avec des opérateurs type... au fond, c'est un peu l'histoire d'Apple et de l'iPhone, quoi. Est-ce qu'on prend en compte l'aspect ergonomique et l'aspect design, oui, j'ose dire, comme élément de performance? Alors, ce qui est sûr, c'est que, en fait, le scientifique, la recherche fournit, elle fournit des moteurs quelque part, des systèmes qui vont pouvoir convertir les photons en électricité. Et ensuite, ce système il va trouver son application, et c'est là qu'il y a des vraies innovations. Il va trouver l'innovation industrielle au travers d'applications qui parfois sont pas prévues par les chercheurs, mais qui de toute façon doivent venir dans les objets de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, le photovoltaïque deviendra un objet du bâtiment. C'est-à-dire que les logiques de faire des toitures qui soient des toitures solaires fait que peu à peu, finalement, on va intégrer, comme on intègre aujourd'hui du double vitrage sur les questions on va intégrer ça comme un élément de construction. Et on fera des façades d'emblée photovoltaïques ou des toitures photovoltaïques. Et là, effectivement, tous les industriels du domaine ont non seulement leur place, mais seront leaders dans cette chose-là. Et ce qui est important de voir, c'est que, alors j'ai cité, alors c'est peut-être très détourné comme exemple, mais la route solaire, elle est portée par un grand industriel du revêtement bitume. Et donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, des acteurs, comme vous avez cité Saint-Gobain, sont des acteurs qui sont très sensibilisés à la question du photovoltaïque depuis très longtemps. Donc en fait, ça représente il va devenir un bien commun. Et à partir de là, on commencera à transformer des surfaces. Alors bien sûr, le rêve, c'est la peinture, directement photovoltaïque. On n'en est pas loin avec l'organique qui se fait par impression. Mais il y a beaucoup de chemin. C'est-à-dire que, en fait, ça reste des objets de très haute technologie. Ce que je veux dire, c'est qu'une cellule solaire, on a vu au silicium, mais à couche mince, c'est des objets dans lesquels c'est de la microélectronique malgré tout, même si on l'a fait sur des kilomètres carrés. Donc il y a des conditions de préparation, des conditions de fiabilité, etc., qui fait que je ne pense pas qu'on puisse, dès demain, il faut garder cette ligne directrice du coût très bas, mais demain, ça restera des objets, à mon avis, de haute technologie. Mais donc on a une tendance quand même à aller chercher plutôt des rendements élevés sur des supports plastiques, voire des supports papier, sur des supports... Mais cette question de rendement élevé reste quand même présente parce qu'après, il y a l'équation économique. On en est où par rapport à l'empreinte écologique en ce qui concerne le photovoltaïque et en comparaison, par exemple, avec d'autres types d'énergie, à savoir l'éolienne ou même les énergies fossiles? Alors, votre question est importante parce qu'effectivement, vouloir développer à grande échelle quelque chose qui a une empreinte négative et qui ne s'inscrit pas au niveau environnemental, développement durable, c'est vraiment quelque chose à considérer tout de suite, dès le début. Alors, j'en ai parlé un petit peu, ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, dans lesquelles on fait les empreintes écologiques sur l'ensemble des éléments. Alors, on a parlé de l'énergie, vous avez parlé de l'énergie, donc ça, c'est vraiment combien de kilowattheures, combien de temps il faut pour le rendre, mais il y a aussi l'empreinte CO2. Combien de CO2 émettons pour produire 1 kilowattheure de photovoltaïque par rapport à 1 kilowattheure d'éolien ou 1 kilowattheure de fossile ou 1 kilowattheure de nucléaire. Et ça, c'est un aspect que je n'ai pas abordé dans l'exposé, mais qui est très, très, très documenté, sur lesquels on arrive à avoir l'empreinte CO2, les empreintes sur d'autres, les métaux rares ou des choses qui peuvent être utilisées. Alors, pour donner un exemple sur le CO2, ça peut sembler curieux de se dire, finalement, en quoi un panneau photovoltaïque ferait du CO2 alors qu'il ne produit que de l'électricité. N'empêche que pour le produire, il a fallu utiliser, on a fait du CO2 pour faire le verre, on a fait du CO2 pour faire les matériaux, etc. Alors aujourd'hui, je pense que je ne vous dis pas de bêtises, le photovoltaïque est à 22 grammes de CO2 du kilowattheure. Si on prend le kilowattheure fossile, il est à plusieurs centaines de grammes. Je
dis pas de bêtises, mais je crois que c'est 900 grammes. L'éolien, il est autour d'une vingtaine de grammes. Le nucléaire est autour d'une vingtaine, peut-être un petit peu inférieure. Donc on voit aujourd'hui que, en termes de CO2 en particulier, on est bien dans une logique d'une énergie sans CO2. La logique voudrait ensuite que le CO2, le contenu CO2 dépend de la façon dont on produit les panneaux. Si vous faites des panneaux avec une métallurgie de désoxydation du sable, de la silice, il faut passer SiO2 plus un réducteur, en général c'est le charbon. On fait donc C, ça donne Si plus CO2, donc on dégage du CO2. Mais on peut imaginer utiliser de l'électricité renouvelable ou une source renouvelable pour faire du renouvelable. Et dans ce cas-là, on rebaisse d'un cran dans le taux CO2. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments là-dessus, mais le photovoltaïque se situe dans les plus faibles émetteurs de CO2 actuels pour l'énergie.